Une première question qui est pour M. Pagano. Est-ce que ces différents types de caoutchouc synthétique développés depuis 1907 sont tous encore fabriqués de nos jours? Oui, la réponse est oui. Ou bien certaines formulations sont devenues obsolètes? Non, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, si on vient d'écouter ce que Maxime vient de présenter, tous sont encore effectivement exploités et appliqués dans différents types d'utilisation. Oui. Il faut parler plus fort. Oui. Donc, je répète, tous les élastomères qui ont été effectivement développés lors du XXe siècle sont tous encore utilisés, exploités pour les applications que je précisais, que Maxime a également confirmé. Alors peut-être que la partie, si je peux rajouter la partie obsolète, c'est peut-être, effectivement, les élastomères sont toujours les mêmes. Par contre, dans la formulation, là, on a vu les différents ingrédients qu'on vient rajouter dans une formulation. Et ces ingrédients-là, ils évoluent de par les réglementations. Donc là, on a parlé de certains protecteurs, par exemple le 6-PPD, IPPD, etc., qui sont des protecteurs très utilisés pour résister à l'oxydation, qui sont aujourd'hui remis en cause par les réglementations. Et donc, voilà, donc au cours du temps, il y a effectivement certainement des produits chimiques qui ont été remplacés et donc qui ne sont plus utilisés. On peut citer aussi les huiles aromatiques qui ont été aussi bannies à peu près il y a 20 ans et pour lesquelles effectivement tous les exploitants ont pu trouver d'autres solutions pour pouvoir continuer à faire maintenir leur activité industrielle. Merci. Alors, des questions dans la salle, on va peut-être alterner du coup. Oui, donc Isabelle Astic, vous êtes des arts et métiers. Suite justement à ce que vous venez de dire, dans le tiré-rose de nos collections, on a l'habitude de séparer entre élastomères naturels et élastomères artificiels. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tous les élastomères sont artificiels. Et là, on n'utilise jamais les élastomères naturels, 100% naturels. Tout dépend on va dire de la fourniture ou du sourcing que l'artiste a mis en œuvre pour effectivement se procurer les matières premières. Il y a des cas effectivement où les caoutchoucs sont même non vulcanisés. On a eu certaines pièces où effectivement c'était quasiment de la crêpe et le caoutchouc n'était pas vulcanisé. Et puis il y en a d'autres effectivement où là des systèmes de vulcanisation étaient on va dire, intégrés et mis en œuvre pour pouvoir finaliser la forme de l'œuvre par un procédé de vulcanisation que l'artiste a dû mettre en œuvre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de cas de figure. La plupart, je présume, sont à l'état vulcanisé, mais il doit y avoir quelques cas où c'est juste l'élastomère qui est mis en œuvre pour pouvoir fabriquer. Jeanne, alors, une autre question qui concerne la poupée Barbie. Ah. Est-ce que vous connaissez la composition de la poupée Barbie? Mais c'est des PVC. Mais peut-être pas au niveau de la tête, qui n'a pas la même. Si. Voilà. Alors, donc, une réponse. Nous sommes hors sujet. Nous sommes hors sujet. Alors, sur les formulations encore, et notamment les charges, comment le talc va-t-il impacter la perméabilité au gaz? Alors, le talc, c'est. Je n'ai pas mis de photo de talc, mais c'est une charge lamellaire en fait. Donc ça fait des petites lamelles, en fait, des petites couches en fait de charge. Et donc c'est cette forme de la charge qui va lui amener ses propriétés barrières à tout ce qui est imperméabilité, vraiment plutôt au gaz. C'est vraiment la forme spécifique de la charge, une forme lamellaire. En fait, l'effet est décuplé quand on arrive vraiment à maîtriser l'agencement de ces feuillets dans le volume de la matière. Si on arrive à faire effectivement des agencements qui forment des chicanes, ça va allonger d'autant le parcours que doit effectuer la molécule de gaz ou d'eau, parce que ça marche aussi pour l'eau parfois, dans le mélange pour pouvoir passer. Donc, en fait, ce faisant, ça fait une barrière physique, juste en rallongeant le parcours de la molécule dans le mélange de produits. Question dans la salle de. Concernant l'induction, est-ce que le caoutchouc est verni après? Ou est-ce qu'il est utilisé brut?
Bon, je ne suis pas spécialiste de l'induction, mais la technique d'induction en tant que telle, c'est vraiment de venir déposer une couche de caoutchouc, donc qui peut être sous phase solvant, enfin pour sa viscosité, hein, pour ajuster cette viscosité. Mais l'objectif, c'est de déposer ce caoutchouc. Alors après, s'il y a un vernis, alors pourquoi pas mettre un vernis après, mais généralement, c'est plutôt pour un côté esthétique, j'imagine, qu'il va y avoir un vernis. Mais l'induction, en fait, en telle, c'est vraiment une induction d'une formulation de caoutchouc. Mais c'est pas incompatible d'avoir un vernis en surface. Ah non, non, ouais. D'autres questions dans la salle? Sylvie Ramel. Est-ce que vous pourriez juste nous préciser ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup, et qu'on voit beaucoup arriver dans les collections, les TPE? Quelle famille est classée? Alors, les TPE, c'est ce qu'on appelle les thermoplastiques élastomères. Donc, ils ont des comportements d'élastomères, sauf que dans leur structure, en fait, ce sont ce qu'on appelle des copolymères à blocs. En fait, dans une partie de la macromolécule, il y a un bloc thermoplastique. Dans une autre partie, il y a un bloc plus proche d'un élastomère. Et en fait, c'est très particulier parce qu'effectivement, c'est assez récent. Ça commence à prendre le pas sur certains élastomères techniques, très techniques. Mais sachez qu'effectivement, ils présentent à la fois les avantages des élastomères en termes de propriétés mécaniques, on va dire au sens de conformalité, etc. Et en même temps, les avantages des thermoplastiques en termes de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on peut facilement les extruder, les mettre en forme, tout simplement en chauffant, puisque ça devient très fluide. Et donc, c'est beaucoup plus commode qu'un élastomère traditionnel pour mettre en forme, et surtout dans des chaînes de fabrication à grand volume. Une question assez pointue sur les conditions préconisées en enceinte climatique pour évaluer le vieillissement d'une formulation en caoutchouc. Quelles sont les conditions climatiques classiques que vous appliquez dans vos enceintes Est-ce qu'il y a des normes de vieillissement? C'est la question. La question, c'est quelles sont les conditions préconisées en enceinte climatique pour évaluer le vieillissement d'une formulation caoutchouc? Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que sur le vieillissement, il va y avoir une autre intervention plus tard, mais effectivement, pour simuler un vieillissement, en fait, le vieillissement, comme on a vu là, hein, ça va dépendre de l'élastomère de base, du polymère de base, et puis de toute sa formulation. Donc, de simuler un vieillissement de 50 ans, ce ne sera pas exactement les mêmes conditions pour chaque élastomère. Alors, si on veut rentrer à peu près plus loin dans technique, en fait, chaque élastomère va avoir une énergie d'activation propre qui va activer ce phénomène de vieillissement. Et par différents moyens d'essai, on peut revenir à cette énergie d'activation. Donc, on peut déterminer cette énergie d'activation propre à chaque formule ou à chaque élastomère. Ce qui va nous permettre, cette énergie d'activation, de simuler, ça va être un peu notre paramètre accélérateur du vieillissement, pour reproduire 50 années de vieillissement. En fonction de cette énergie d'activation qu'on aura déterminée, on aura ce paramètre, ce facteur d'accélération. Si on veut simplifier, ce qu'on fait nous, c'est qu'on considère une énergie d'activation à peu près moyenne pour les élastomères qui va être autour de 60 kJ par mètre. Et on va prendre comme principe, par exemple, de diminuer par 2 le temps en augmentant de 10 degrés la température de l'enceinte climatique. Donc, si on veut simuler 10 ans à 20 degrés, eh ben, on va pouvoir mettre 5 ans à 30 degrés ou 2 ans et demi à 40 degrés, etc. On fait ce petit calcul et ça permet d'avoir une première approximation pour simuler un vieillissement. C'est comme ça que nous, en tout cas, on procède. Alors, d'autres questions dans la salle? Nathalie Balcard, encore? Sur les exemples de défaillance que vous avez montrés, vous menez ces études sur quelle quantité de matériaux? Sur quelques centimètres ou 1 millimètre de matériaux? Ou une tonne? Souvent, l'objet qui a rompu, lui, peut être massif et conséquent. Après, pour tout ce qui est analyse physico-chimique, bon, généralement, les quantités sont
pas énormes, on peut travailler sur quelques dizaines de milligrammes. Pour tout ce qui est, si on veut déformuler, on a eu l'expérience sur certaines œuvres du musée Pompidou, on a fait cette expérience-là. On a prélevé environ 10 à 20 milligrammes, je crois, de matière, et on arrive à déformuler, donc à retrouver toute la recette à peu près. Alors, ce n'est pas l'idéal, si on a un peu plus, c'est mieux quand même, on a un peu plus d'informations. Mais oui, on arrive à peu près à revenir un petit peu à la formule initiale à partir de 15-20 milligrammes, c'est bien. Donc la question de Nathalie, c'était de savoir si, dans le contexte patrimonial, ces analyses de déformulation étaient applicables et raisonnables en termes de taille de prélèvement. D'autres questions? Sylvie Ramel, encore? Il y avait d'autres questions? Oui, moi. Ah, pardon. Alors, Eleonora. Donc, moi, c'était par rapport toujours aux analyses de défaillance. À un moment, vous dites que grâce aux analyses, vous êtes capable de détecter du caoutchouc naturel. Donc, nous, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on est capable, grâce à cette analyse, voir lesquelles, de faire la différence entre un caoutchouc naturel et un polyisopropène. Est-ce que, ma question, c'est est-ce que vous êtes vraiment capable de faire cette différence ou est-ce que c'était juste caoutchouc naturel qui englobe les métallisés? Alors, c'est vrai que nous, quand on fait les analyses, généralement par simple pyrolyse ou chromatographie gazeuse, là, on va détecter les traceurs qui auraient soit effectivement du caoutchouc naturel ou du polyisopropyl. Après, si on veut vraiment savoir si c'est du caoutchouc naturel, mais ça, je pense que côté Michelin, ils sont plus à même de maîtriser ces techniques-là. Mais il y a des techniques poussées qui permettent de détecter effectivement si c'est du caoutchouc naturel. Parce que le caoutchouc naturel, comme on l'a vu, il vient quand même d'un objet naturel sur les arbres. Et donc, il y a des traceurs spécifiques qu'on peut détecter, alors, je pense par RMN, hein, je ne sais pas si c'est systématiquement la technique, mais nous, il me semble qu'on peut détecter, alors, pas le motif en tant que tel, mais tous les additifs naturels. S'il y en a, c'est qu'a priori, c'est du caoutchouc naturel. Je me permets un tout petit élément. Sur le caoutchouc naturel, la bonne façon de faire, finalement, c'est plus pratique, mais c'est coûteux, c'est d'aller chercher du carbone 14. Finalement, le carbone 14, traceur du vivant, et ça nous permet de retrouver l'origine. Donc, ça peut être une possibilité. Ensuite, lorsqu'on veut aller chercher des traceurs du caoutchouc naturel, c'est un composé vivant, donc biochimique, donc on peut trouver des protéines, des lipides, des sucres qui sont ceux du caoutchouc naturel, parce qu'il y a 2-3% de tout ça dans le caoutchouc naturel. Si on a un matériau élastomérique tout seul, oui, on peut les trouver, plutôt spectrométrie de masse, pour le coup, plus sensible que la RMN. Par contre, quand on est formulé, eh bien là, ça devient très compliqué. Vous avez dit qu'on pouvait rajouter des plastifiants d'origine naturelle, donc forcément, nos lipides, on ne les trouve plus. Nos sucres, ils vont avoir un peu fait la malle ou ils vont avoir réagi. Donc là, on commence à rentrer dans la complexité. Le truc idéal, le carbone 14, le taux de carbone 14. Alors, je vous propose de prendre une dernière question, parce qu'on a du coup, c'est bien, c'est le succès de la partie question. Une dernière question de... Ah. Deux. Alors, une du chat. Alors, j'ai une question par rapport au tissu en induction. Y a-t-il un moyen, par observation visuelle ou par analyse, de distinguer une induction par élastomère ou par polyuréthane? Ou c'est juste les phénomènes de dégradation ou l'analyse uniquement qui peut donner l'information? Alors, Sylvie fait un truc qui passe pas. Elle fait ça, il suffit de sentir. Je pense que si ça sent le souffle, c'est pas forcément que ça vient de leur faire, mais c'est que c'est sans doute un élastomère. Donc c'est à partir du moment où il y a une dégradation quand même. Oui. Je pense que la question vient de collection. Pour avoir ce genre de questions, généralement, ils sont quand même vieillis, ils ont déjà 20, 30 ans. Il est rare qu'un élastomère n'ait pas une odeur. C'est très, très rare. Alors que le polyuréthane n'a pas d'odeur. Okay. Ou très peu. En tout cas, les inductions, ils ont rarement des odeurs dans toi. Donc, c'est un moyen pour Sylvie de reprendre la parole, c'est ça, et de poser sa question. Et juste en complément, il y a beaucoup de questions sur le vieillissement, mais on va les garder pour les prochaines interventions. Après, je savais qu'une analyse, c'est très simple. Avec un rouge portable.
même comme celui de la table. Ça se voit très. Ça dépend de la couleur. Ça peut poser problème, c'est pour caoutchouc et noir. Alors oui, la réponse était, ça dépend aussi de l'analyse. Et Nathalie disait effectivement des conditions expérimentales, ça dépend aussi de la couleur du caoutchouc ou de l'élastomère. C'est-à-dire s'il est noir, par exemple, l'analyse en IRTF risque d'être plus compliquée. Je pense. C'est ça que. On s'arrête là pour les questions. Sylvie, vous vouliez poser, c'était quoi votre question? Je l'ai posé. Ok, d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, je vous propose de faire une pause. On se retrouve